Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes sur votre chaîne, La Fréquence de Développement, et c'est une émission spéciale que nous vous offrons. Maintenant, vous savez, le 6 avril 2016, le président de la République, Patrice Talon, est devenu le 4e président du Bénin sous l'ère du renouveau démocratique. Il a promis à son peuple de meilleures conditions de vie et surtout une meilleure posture économique. Il s'y attelle depuis 3 ans déjà. De grands chantiers ont été ouverts. Quels sont les acquis après 3 ans de gouvernance et quels sont les grands enjeux et surtout ce que le peuple peut attendre les 2 ans à venir. Et donc, pour répondre à ces interrogations, nous avons invité pour vous quelqu'un qui connaît bien l'homme, qui travaille, qui collabore avec l'homme. Il s'agit de Wilfrid Léandre Ngwedji. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher ami. Vous êtes le directeur de la communication de la présidence de la République. La première question, je voudrais bien savoir, ou nos téléspectateurs également, qu'est-ce qui caractérise le mode de gouvernance du président Patrice Talon? Je vous remercie pour l'occasion. Ce qui caractérise le mode de gestion du président Talon, je suis sûr que vous, comme vos téléspectateurs, depuis 3 ans d'observation, connaissent bien la réponse à cette question. C'est la rigueur, c'est la fidélité aux engagements pris, à la différence de ce que prônerait Machiavel. Vous savez, Machiavel dit, à quoi sert-il de tenir une parole que l'on a déjà donnée? C'est ainsi dit pour dire que les politiciens ou les hommes politiques ne devraient pas se soucier d'honorer les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de leur peuple. Mais le président Talon, il est habité par un souci permanent. J'allais dire une hantise. C'est celle qu'après son passage à la tête de notre pays, les générations à venir, l'histoire retienne que l'ère Talon fut ou aura été une ère qui aura servi de rampe de lancement, d'amorçage réel du développement du Bénin. Et donc, tout ce qu'il fait, acceptant de prendre pour lui l'impopularité de ceux qui sont passés avant lui, qu'ils n'ont pas eu le courage de prendre, acceptant même de prendre pour lui une partie de l'impopularité à venir de ceux qui viendront après lui, c'est pour faire en sorte que notre pays, enfin, s'engage dans le chemin du développement, sur le chemin du développement, et que donc le reste du monde, ceux à venir, observent qu'avec le sérieux, qu'avec la rigueur, qu'avec l'effort constant, c'est la magie qui fait les grandes choses. C'est ça la magie du développement. Ce n'est pas un coup de baguette magique qui transforme un pays. Et pour résumer le tout, il a l'habitude lui-même de dire, le président Talon, vous savez, nous les Noirs, nous ne sommes pas moins intelligents que les autres peuples. Ce qui nous a toujours manqué, ça a été la rigueur, le sérieux dans l'action. Et mon action aujourd'hui tend à nous convertir à cette rigueur, à ce sérieux, pour que demain aussi, nous puissions être fiers de vivre dans un pays qui compte parmi les plus grands sur le continent et pourquoi pas dans le monde. On parle de mode de gouvernance, de style de gouvernance, la rigueur. Est-ce à dire que les régimes passés ou les présidents passés n'avaient pas fait preuve de rigueur? Est-ce que l'impopularité est peut-être c'est la seule raison véritablement qui différencie? Qu'est-ce qui différencie concrètement le président Patrice Talon des autres au-delà de la rigueur et tout cela? Bien, vous savez déjà, c'est pas facile dans la vie de tous les jours. C'est pas facile de tenir à ses engagements. Pour un homme politique, pour un politicien tout simplement, la chose la plus facile, quand il est arrivé au pouvoir, c'est de céder à ses pulsions bassement humaines. C'est de dire, mais moi je suis dans un fauteuil douillet, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je suis déjà rentré dans l'histoire parce qu'il n'y a qu'une infime minorité d'hommes et de femmes qui accèdent à ces fonctions. Donc la tentation de se vautrer, de ne plus rien faire est grande. Et si vous n'avez pas appris dans votre vie à travailler, à tenir sur la durée, eh bien c'est très facile. Et vous me demandez, si je devais comparer, vous avez votre question pour quelqu'un comme moi, j'ai dit encore aujourd'hui, et sur le régime passé, j'ai écrit un livre, dont je ne vais pas donner le titre ici pour ne pas faire polémique, mais célèbre en son temps. Dans ce livre-là, j'avais un chapitre entier que j'ai intitulé « La peur de l'impopularité ». Et j'y disais en substance
que le président en exercice alors, qui s'est présenté comme un bâtisseur quand il est arrivé, avait une peur morbide de l'impopularité. Et je me demandais comment pouvait-il être un bâtisseur et avoir peur d'être impopulaire. Et j'ai cité un certain nombre d'actions fortes, d'engagements qu'il avait pris, énoncés, et puis une fois qu'il s'est lancé, il reculait de 10 pas en arrière. J'ai trouvé que c'était un gâchis absolu. Mais aujourd'hui, nous avons un président qui reste fidèle à lui-même, fidèle à ses engagements, au risque, comme je disais tout à l'heure, d'accepter d'être impopulaire, surtout au début du mandat. Aujourd'hui, heureusement, tout le monde voit que le pays, il est en chantier de partout. Oui. Les grands domaines qui structurent la vie du pays sont en mouvement. Et tout le monde comprend de mieux en mieux que c'est le fruit de nos efforts constants. C'est le fruit de la rigueur. C'est le fruit de la fidélité à la parole donnée. C'est surtout le prix de l'exigence qualité que le président Talon attache aux actions qu'il entreprend et que son gouvernement entreprend. Parce que, et comme il le dit encore une fois, je vais le citer, moi qui ai la chance de le côtoyer et de travailler un peu avec lui, je l'ai entendu dire, mais vous savez, si c'est pour le seul plaisir de Patrice Talon, d'être applaudi par tout le monde, je vais dans les marchés, on m'applaudit, je sors dans la rue, on m'applaudit, je connais la recette. La recette, c'est de prendre l'argent de l'État, on se promène, ici et là, on distribue aux populations, et vous dites que c'est ça le social, on va m'applaudir. Et il dit, mais quand j'aurais fait ça, qu'est-ce que j'aurais fait de bien à mon pays? Qu'est-ce que l'histoire retiendra que, ayant été là, j'ai pu faire pour changer le cours de l'histoire de mon pays? Je n'aurais rien fait de fondamental. Et donc, pour ça, rien. Et c'est un homme tellement sûr de lui, tellement constant, qui ne se laisse pas ébranler. Là encore, je vais vous faire une confidence. Oui. Je l'ai vu dans un dossier chaud, il y a à peu près 1 an. Et un de ses collaborateurs, pas des moindres, qui lui faisait une réflexion en lui disant, et puis comme il y a des élections en vue, vous savez quelle a été la réaction du président Talon? Il a demandé à ce ministre, ah bon, mais depuis quand on fait les choses ici en pensant aux prochaines élections? Le pays a besoin de réformes. J'ai promis des réformes. Nous faisons les réformes. Mais, monsieur le ministre, si vous avez peur d'être impopulaire, ou si vous êtes fatigué, vous me dites, je peux vous remplacer. Ça, c'est l'homme. Et quand on parle de rigueur, il est reproché souvent la méthode brutale, par exemple, dans la mise à exécution des réformes. Non, elle n'est pas brutale, la méthode. Et quand on parle même de rigueur, il faut la différencier de la méchanceté. Il n'est pas méchant. Il est rigoureux. On peut même dire qu'il est sévère, mais il n'est pas méchant. Parce qu'autour du travail, il n'y a pas de quartier. Votre travail, il veut que vous le fassiez bien. Et comme lui-même, il s'emploie à faire bien ce que le peuple lui a confié. Parce qu'il sait qu'il va rendre compte au peuple. Mais vous parlez de brutalité. Non, ça n'est pas brutal. Partout au monde, on sait, comme dirait La Rochefoucauld, que même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. A fortiori, ce que l'on n'a pas souhaité. Or, vous savez, tous les peuples au monde sont ainsi, et le peuple béninois ne fait pas exception. Les peuples, comme les hommes d'ailleurs, aimeraient bien se vautrer, se complaire dans l'existant qu'ils ont, et qu'ils pensent suffire à leur bonheur, en ayant peur de ce qu'ils ne savent pas encore, qui est peut-être destiné à leur faire encore plus de bonheur. Je vais illustrer. Oui. Quand on a voulu faire la libération du domaine public, ça n'a pas été du goût de tout le monde. Certains ont trouvé que, ah non, ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas opportun, surtout si on envisage d'aller consulter le peuple pour recueillir des suffrages. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir 4 yeux pour voir Cotonou, pour voir Porto Novo, pour voir Abomey, Boycon, Lokossa, Parakou, Natitengu, pour voir comment le projet asphaltage dessine les nouveaux contours des villes modernes, qui vont non seulement contribuer à l'assainissement de ces villes, mais aussi à l'amélioration de la mobilité dans nos villes. Ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme comme effort ce qu'il a fallu faire pour aboutir au dégagement de l'emprise des rues. Vous savez, et encore une fois, tous les peuples au monde sont comme ça, donc on ne va pas incriminer le peuple béninois. Vous donneriez 5 ans à un peuple pour dire, libère l'espace, on veut faire quelque chose qui arrange ta vie future, mais au bout de 5 ans, la plupart des gens à qui vous auriez parlé seraient toujours en place,
tant qu'ils n'ont pas vu une sorte de pression les pousser, les déterminer à céder. Il en va du peuple béninois comme il en va d'autres peuples. Là-dessus, je vais vous renvoyer peut-être à l'histoire de la ville de Paris. Aujourd'hui, tout le monde dit que Paris, c'est la ville la plus visitée par les touristes. Mais il a fallu l'œuvre de M. Haussmann, qui à l'époque, et on n'a pas eu besoin de le faire ici, a détruit entre 20 et 22 000 habitations dans la ville de Paris pour dessiner les contours du Paris moderne que tout le monde connaît et apprécie aujourd'hui. 20 à 22 000. Dans certains autres pays, pour faire ce type d'opération, il y a eu des morts d'hommes. Il y a eu des morts d'hommes. Ici, on a veillé à ce que rien de tel ne se produise. Juste amener les populations à libérer l'espace public. Et quand je dis ça, je profitais pour faire une précision. Parce que pendant longtemps, ceux qui avaient quelque intérêt à labourer ce terrain-là vous ont dit oui, ils ont cassé le commerce des bonnes dames. Personne n'a cassé le commerce des bonnes dames. Personne n'a pris le fonds de commerce des bonnes dames. Ce qu'on a fait, demandait par exemple aux propriétaires de maisons riveraines des grandes voies de faire des boutiques chez eux et de les louer. Vous imaginez si je suis propriétaire d'une maison au bord de la voie et que j'avais loué ma devanture aux grandes dames de l'État et on me dit on n'en veut plus, je fais une boutique, je fais ma boutique, je loue à la dame qui fait bouillir le matin, elle est là peut-être jusqu'à 11h et celle qui va faire du riz et autres pour midi vient peut-être à midi, elle est là jusqu'à 15h. Peut-être même que le soir, la même boutique, la vendeuse d'attaque peut l'occuper. Je ne salis pas la rue. Ma maison se porte bien. L'environnement se porte bien. Et je gagne de l'argent. Ces dames-là aussi sont en sécurité. Ça, c'est des choses auxquelles on peut penser justement pour s'adapter à la nouvelle situation qui a eu cours. Quand on parle de rigueur, le parc de la Pendjari, quand on a annoncé que African Park Network, spécialiste réputé dans la gestion des aires naturelles, allait arriver, je vais dire, oh, ils ont bradé, ils ont vendu, ils ont privatisé, ce n'était pas une privatisation. Aujourd'hui, la fréquentation dans le parc est allée, je ne vais pas dire encore de façon exponentielle, mais de façon significative. Et à telle enseigne que même les partenaires encouragent aujourd'hui à dupliquer l'exemple de la Pendjari dans le parc W. Imaginez bien. Et donc, comprenons une fois pour toutes, en tout cas à un peu plus mi-mandat, comprenons qu'il faut de la rigueur si nous voulons que notre pays se développe. Il nous faut du sérieux à l'œuvre si nous voulons que nos enfants, nos petits-enfants vivent dans des conditions meilleures que celles que nous avons connues ou que nous connaissons et qui sont en train de se transformer sous nos yeux. Très bien. Wilfried Léon-Hongweye, nous revenons maintenant aux acquis concrètement en 3 ans de gouvernance. Si on devrait, parce que lorsqu'on se réfère tout de même à ces engagements pris le 6 avril 2016 par le président Patrice Talon, l'eau et l'énergie constituent des droits inaliénables, comme lui-même l'a dit. Quel bilan nous pouvons faire aujourd'hui? Quels sont les acquis dans ces secteurs-là? Bien, je vais dire qu'en dépit des coupures d'électricité auxquelles on assiste encore, et même ces derniers jours, et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, mais quand on a dit ça, il faut aussi souligner que les équipements en place datent de 60, et même un peu avant 60 ou un peu après 60, donc dans un état vétuste qui nécessite beaucoup de moyens pour être améliorés. Nonobstant, les efforts du président et de son gouvernement ont concouru depuis 3 ans à changer la donne. D'abord, à faire en sorte de maîtriser le délestage. On nuance à cause des coupures, c'est vrai, on nuance, mais tout le monde reconnaît qu'au moins depuis décembre 2016, il y a plus de générateurs d'énergie, de groupes électrogènes qui vrombissent dans toutes les rues de Cotonou et même tard la nuit, empêchant les gens de dormir. Tout le monde sait qu'il n'y a plus de coupures d'électricité pouvant durer 18 heures, 24 heures par jour, au point où les petits commerces, les bonnes dames qui avaient des petites chaînes de froid pouvaient subir des avaries parce que leurs poissons et leurs produits congelés se détérioraient systématiquement dans les congélateurs. Tout le monde voit bien cela. Tout le monde voit depuis fin mars dernier que la première centrale thermique de cette capacité, 120 MW du Bénin, a commencé à entrer en essai, en démarrage
pour, d'ici les prochaines semaines, commencer à injecter son flux d'au moins 120 MW dans le circuit SBE. Depuis le 15 mars. C'est beaucoup d'argent. C'est aussi beaucoup de rigueur. Et quand on évoque ça, il faut avoir aussi la bonne idée de souligner que en un peu plus d'un an de chantier, des travaux là, personne n'a vu le président de la République aller sur le chantier en promenade ou en prospection pour dire je vais voir comment ça évolue. Ça, c'est la méthode Talon. Hier, vous savez bien que l'hélicoptère aurait été 100 fois en ces lieux pour montrer aux populations qu'on travaille. Le président Talon, il dit non, pas besoin. Même avant d'aller plus loin. Oui. Je ne sais pas si vous avez eu la chance une seule fois de croiser son cortège dans la ville. Il dit à ceux qui sont chargés d'assurer sa sécurité, il leur a dit le déplacement du président de la République dans la circulation ne doit pas être source de nuisance pour les autres usagers de la circulation, de la route. Et donc, j'interdis qu'on arrête la circulation 5, 10 minutes, 15 minutes avant mon passage. C'est le strict minimum. Ça, c'est l'homme, ça. Certains ont été jusqu'à vous dire, mais il a si peur, le président Talon, qu'il a fait venir des Rwandais pour assurer sa sécurité ici. Et je dis, mais l'homme qui a tellement peur, c'est lui qui affaisse la clôture de la présidence pour mettre des grillages parce qu'il dit, la présidence, c'est chez tous les Béninois. Quand ils passent, ils doivent voir ce qui se passe dedans. Je finis, je vais ouvrir pour que les gens visitent la présidence une fois le mois, une fois la semaine, je ne sais pas encore moi, mais qu'ils viennent voir comment ça se passe dedans. Mais on a besoin d'un président de modernité, de modernité. Non seulement en sécurité, mais de modernité pour que notre pays inspire les autres. Et vous avez cité l'électricité, vous avez cité l'eau. L'eau, toutes nos populations, dans tous les départements aujourd'hui, et on n'est pas encore à 100% de déploiement du programme, mais vous voyez partout les chantiers historiques qui ont été lancés dans le cadre de la fourniture d'eau potable à toutes nos populations d'ici à 2021, comme le président l'a promis. Parce qu'il dit, pendant que j'étais en campagne, partout où je suis passé, s'il y a une revendication, pour l'appeler ainsi, une demande pressante que j'ai enregistrée presque partout, c'était le besoin d'eau potable et c'était l'énergie. D'où cet engagement fort qu'il a pris le 6 avril. Et donc, très tôt, lancer la machine, d'abord au niveau de la SONEB, pour tout ce qui peut être fait en milieu urbain. Ensuite, mettre en place une agence dédiée spécialement à la fourniture d'eau potable en milieu rural, la NAEP-MR, oui, qui a mobilisé les financements dont nous avons besoin sur le quinquennat pour que tous les chantiers soient lancés. Et vous savez, la plus-value dans ce programme, c'est quoi? C'est que pour le président Talon, il n'est plus question, quand on aura fini tout ça, que les mamans au village prennent leur bassine, parcourent 2 km, 5 km, aillent chercher l'eau pour rentrer, que la poussière s'y déverse, qu'elles en perdent même une partie. Les investissements qui sont faits, les adductions d'eau qui sont réalisées sont de grande capacité pour que les opérateurs régionaux qui vont être sélectionnés pour le faire pourront faire des adductions d'eau jusque dans les maisons. Donc, même au village, on peut avoir son robinet, ouvrir à la maison et recueillir l'eau plutôt que de prendre sa bassine sur la tête et d'aller chercher l'eau. Ça, c'est la caractéristique fondamentale, une plus-value substantielle qui n'a pas existé par le passé, que, au-delà de faire partout advenir l'eau potable, le président Talon a décidé de faire afin que dans les maisons, il y ait des robinets pour que l'eau soit disponible. On est en train de passer on pourrait quand même le dire, 55% d'approvisionnement en eau depuis 2016 à bientôt en 2021 à 100%. C'est bien l'ambition du gouvernement. Mais quand on a l'eau, par exemple, on a l'énergie, on a besoin d'avoir de routes. Et vous connaissez l'adage qui dit que le développement d'une nation passe par le développement des infrastructures routières. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en 3 ans? Qu'est-ce qu'on peut dire en 3 ans en ce qui concerne notre patrimoine routier? Ben, dans ce domaine aussi, on a vu le gouvernement se déployer comme jamais cela n'a été fait. Et on avait annoncé des chiffres, certains ont polémiqué là-dessus. Les statistiques sont là, disponibles, dans tout le pays. Parce qu'aucun département n'a été laissé en rade dans ce programme de développement des infrastructures routières. Avec en plus l'exigence de les réaliser aux normes et qualités qui en garantissent la durabilité, comme dit le président Talon lui-même. Et pour 2019, en cours,
pratiquement 1100 km de route encore à ajouter à ce qui a été fait déjà l'année dernière, qui vont être lancés premier et deuxième trimestre 2019. Pour vous dire qu'à terme, il y aura eu un effort, mais vraiment colossal, de maillage du territoire national en termes de routes et de desserte du pays tout entier pour faciliter un peu plus la vie à nos populations. Quand on a dit ça, on se doit d'ajouter en même temps un pendant essentiel aux infrastructures, c'est le projet asphaltage dont on a parlé tout à l'heure, parce que c'est un peu du même ordre. Et donc tout cela, vous prenez les investissements dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie. J'ai l'habitude de dire que le président Talon, à la tête de notre pays, fait faire des investissements au pays plutôt que des dépenses. Savez-vous quelle est la différence? Par le passé, notre pays a fait beaucoup de dépenses. Les dépenses, c'est gérer les urgences. On a traîné à faire. On a tardé à régler tel problème. Et lorsqu'il devient tellement prenant, on se dépêche, on met l'argent pour gérer l'urgence. Quelque temps après, le problème, il revient peut-être avec encore plus d'acuité. Ça, c'était les dépenses. L'investissement, c'est le fait d'engager des ressources en croyant à l'avenir, en ayant foi qu'il va générer une plus-value. Et donc, aujourd'hui, tout ce qui est fait là, routes, énergie, infrastructures en général, c'est autant d'investissements pour faire gagner à notre pays en termes de ressources, de qualité de vie pour demain, pour l'ensemble de nos compatriotes. Et c'est ça qui est en cours. Mais quand on parle de routes, d'infrastructures routières, vous savez, la qualité, c'est important. Véritablement, ça ne sert à rien d'ériger des infrastructures routières et que quelques années après, l'on n'en arrive pas à véritablement en bénéficier. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Je disais justement tout à l'heure que dans ce domaine-là, il y a l'exigence qualité pour garantir la durabilité des réalisations. Le président Talon lui-même le disait le 27 décembre dernier devant l'Assemblée nationale, que dans ce domaine-là, justement, la démarche du gouvernement est faite d'exigence, de qualité pour garantir la durabilité des œuvres. Donc, c'est autant des œuvres de qualité, modernes et parfois aussi haute dimension convenable. Et quand on parle de dimensionnement, l'illustration la plus immédiate qu'il faut donner, c'est la route des pêches. Si vous saviez ce que la maquette avant l'arrivée du président Talon prévoyait pour la route des pêches et que vous voyez ce qui est fait aujourd'hui, cela vous donne une idée supplémentaire des ambitions que nourrit l'homme, de son attachement au travail de qualité et au travail futuriste. Est-ce que c'est parce que c'est le président Patrice Talon qu'on connaît bien dans le monde agricole, surtout en ce qui concerne la production du coton, que nous avons eu ces rendements-là depuis quelques années, qu'il est là, parce qu'il y a quand même une performance qu'on note au niveau de la production cotonnière. Bon, d'accord, c'est vrai qu'il était dans ce secteur et personne ne le comprendrait. Les producteurs même ne lui pardonneraient pas que sous lui, cette spéculation, le coton, ne connaissent pas une certaine embellie. Mais vous appréciez davantage son effort, sa méthode, à l'aune de la qualité des résultats obtenus. Ces résultats éclatants, partir d'à peine 200 000 tonnes en 2015 pour être à plus de 700 000 tonnes en 2016, c'est un sacré résultat. Il faut le faire. Mais les performances dans le domaine agricole ne se sont pas limitées seulement au coton. D'abord, quand on parle du coton, il faut dire que les 597 000 tonnes de l'année dernière, la campagne dernière, donc mettons 600 000 tonnes, ont permis d'injecter directement dans la population, au profit des cotonculteurs, 92 milliards de francs CFA. Au profit des transporteurs et autres, c'est 44 milliards de francs CFA. Imaginez l'impact pour ces personnes. On a fait des simulations et on a vu que quelqu'un qui faisait peut-être 5 hectares jusqu'en 2016, en 2016 et maintenant, l'amélioration de la production fait qu'il gagne un tiers au moins de ce qu'il gagne, un tiers en plus de ce qu'il gagnait jusqu'en 2015. Donc s'il était peut-être à 3 millions, il est aujourd'hui au moins à 4 millions de recettes, rien que dans ce domaine.
Mais je dis que les performances dans le domaine agricole ne se limitent pas qu'au coton. Pourquoi? Le président a mis en place, avec les cadres et les responsables du ministère de l'Agriculture, une démarche visant à faire de façon intégrée que toutes les grandes cultures connaissent cette embellie. Donc, pendant que les engrais totaux sont distribués aux producteurs de coton, les engrais spécifiques, donc pour soutenir le vivrier, sont également distribués. C'est ça qui fait, par exemple, que sur la production du maïs, la saison écoulée, on a fait plus d'1,5 million de tonnes de maïs. Record jamais égalé dans notre pays. C'est ça qui fait que depuis 3 ans, le prix du maïs, il n'a pas augmenté. Au contraire, il a baissé. Il était de 250 francs. Aujourd'hui, il tourne autour de 205, 210 d'après les derniers chiffres des instituts indiqués. La culture du riz, culture nationale, est en nette augmentation. La culture de l'ananas, en nette augmentation. L'anacade, en nette augmentation. Le karité, en nette augmentation. Tout cela organisé en filière. Ça veut dire que même l'agriculture, de façon générale, sous le président Talon, connaît aujourd'hui une dynamique telle que le vœu, l'ambition de faire de notre pays à terme une puissance agricole sur le continent est en passe de devenir réalité. Et je ne trahirai aucun secret si je vous dis que le président Talon n'entend pas se contenter de cela. Savez-vous que pour la campagne qui vient de s'achever, le Bénin passe premier producteur de coton en Afrique? Déjà il y a 2 ans, et ça pour revenir à la question de la qualité, la nature du leadership qu'il incarne, quand les cadres se félicitaient des résultats, il leur a dit, oui, tout ça c'est bien, mais le Bénin doit être premier. Moi, je ne vais pas me contenter... Parce qu'il y a quand même des concurrents comme le Mali, le Burkina Faso. Mais bien sûr, je ne vais pas me contenter d'entendre que le Bénin est 2e ou 3e. Le Bénin, pour moi, doit être premier. On y est. Mais il ne s'arrête pas là. Savez-vous quels sont les prochains défis? Il a dit au cadre et au ministre de l'Agriculture, oh, vous annoncez 700 000 tonnes et vous êtes content. Mais pour moi, à l'horizon 2021, le Bénin doit être à 1 million de tonnes. 1 million de tonnes. Et donc, dans les autres secteurs aussi, pour les autres spéculations, si vous saviez tous les efforts qui ont été faits pour requalifier à nouveau l'ananas béninois, afin qu'il retourne sur le marché européen, vous saurez que le gouvernement a pris à bras le corps la question sous le leadership du président pour réaliser cette sacrée performance. Et vous avez à l'intérieur du pays des gens qui s'adonnent à ces cultures qui aujourd'hui sont fiers d'être agriculteurs parce qu'ils voient que l'agriculture a de plus en plus de sens dans notre pays et nourrit véritablement son homme. Et là, ce sont des acquis. Mais il est reproché au gouvernement du président Talon pendant les 2 premières années et surtout qu'il manque beaucoup de mesures à haute portée sociale. Aujourd'hui, véritablement, que dites-vous? Bien, déjà, je suis sûr qu'aujourd'hui, vous-même et ceux qui ont pu faire ce procès, s'ils sont honnêtes envers eux-mêmes, ont dû changer d'avis. Ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'on a aujourd'hui un président qui est respectueux du peuple et qui sait que l'argent public ne peut pas servir à aller récompenser quelques-uns, même pas récompenser, à être gaspillé, distrait au profit de militants qu'on va rassembler et leur distribuer cet argent. Il a dit qu'on ferait du social structurel. Le social structurel, c'est celui qui impacte le plus grand nombre en ayant du respect pour la dignité de l'homme, en n'instrumentalisant pas la faiblesse ou la misère des gens. Donc, on fait en sorte de mettre en place le programme ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain. Et vous savez que la phase pilote de l'assurance maladie, actuellement, nous sommes en train d'identifier les pauvres extrêmes et non extrêmes qui vont bénéficier gratuitement de ce programme. Le volet microcrédit a commencé avec le microcrédit mobile. Et le 29 mars dernier, on a mis près de 6 milliards, le gouvernement a dégagé près de 6 milliards pour ce programme. Nos mamans aujourd'hui, nos sœurs, qui bénéficient de ces microcrédits, elles gagnent qu'on ne les rassemble plus sur une place publique avec grand foulard pour venir applaudir le président qui est gentil, dispensateur de toute grâce et de tout bien. Elles sont chez elles, elles reçoivent sur leur téléphone l'avis que le crédit est prêt.
il n'y a plus d'intermédiaire qui va également leur prélever de l'argent. Il n'y en a plus. Donc, elles ont le microcrédit, 50 000 francs minimum. Si elles remboursent bien 2 fois, ça passe à 100 000. Et il n'y a plus de tracasserie. Elle ne va même plus dépenser l'argent des étudiants pour aller sur une place publique, attendre des heures sous le soleil, applaudir d'abord le ministre ou le président ou le préfet qui arrive. Elle est chez elle, elle appartient à une organisation, tout a été fait, l'argent vient sur son portable. Est-ce que ça, même si ça n'en donne pas l'air, est-ce qu'il n'y a pas une forte dose de social dedans? Je vais vous donner un autre exemple. Quand le président a mis en place les réformes au niveau sécuritaire pour garantir davantage de sécurité aux populations, mettre fin au rançonnement sur les voies, j'ai entendu des conducteurs de taxi témoigner. Il y en a notamment un qui fait Cotonou-Porto Novo. Et il dit, à moi vraiment, ce président, ce qu'il a fait là, ça me permet d'économiser mensuellement 40 000 francs. En plus, on dit, mais comment ça se fait? Il dit, oh, vous savez, avant les réformes du président Talon, pour faire l'axe Porto Novo-Cotonou, il y avait au moins 3 stations où je devais payer, donner de l'argent aux agents. Lorsque je fais le point de tout ça, ça fait à peu près 40 000 francs qui restent dans ma poche. Bon, si ça n'est pas du social, comment il faut l'appeler? Mais le même taxi, le même conducteur de taximan, lorsqu'on lui dit que le poste de péage est sous-payé, parce que déjà à sa réalisation, les études économiques avaient indiqué que pour rassembler assez de ressources pour l'entretien, il fallait mettre le péage à 300 francs. Mais lorsque les dirigeants de l'époque, face à la grogne, ont considéré que oh, si on va directement à 300 francs, c'est mauvais, et on dit, bon, politiquement, on peut arbitrer, et on met à 150 francs. Le même conducteur qui gagne 440 000 francs le mois dans sa poche, on lui dit de payer non plus 150 francs, mais 300 francs au péage, il va vous dire que le gouvernement, il est mauvais. Parce que le gouvernement, il a augmenté les frais de péage. Et lui, en retour, il va répercuter sur ses clients. Mais quand il économise 40 000, il ne dit pas aux clients, je ne donne plus de l'argent aux policiers, aux gendarmes, venez, prenez un peu. Il garde ça. Mais pour 150 francs en plus, il prend 4 clients ou 5, il va répercuter 25 francs ou 50 francs sur chacun d'entre eux. Il fait. Donc vous voyez, c'est un tout. Il y a des actions qui ont été engagées, qui ont des effets évidents, qui touchent les populations. Dans le même ordre d'idées, je me suis laissé dire récemment par un enseignant dans une ville proche d'ici, il me dit, mais il y a eu des réformes, d'accord, parce que je donnais l'exemple de la dématérialisation. En 3 ans, on a engagé le maillage du territoire national en fibre optique pour promouvoir à terme l'Internet haut et très haut débit. D'ores et déjà, on note des améliorations dans l'utilisation que nous faisons dans le débit. Et celui-là, il me dit, de mon bureau, j'ai pu consulter mon acte d'avancement au ministère. Et je l'ai même imprimé. Mais l'instant d'après, il me demande, mais quels sont les effets de vos réformes-là sur ma poche à moi? Sur ma poche. Et j'ai dit, mais c'est très simple, cher ami. Hier, pour quitter ici, aller sur Cotonou, vous auriez pris un taxi. Aller-retour, vous aurez peut-être fait 3 000 francs. Avec le risque même de ne pas avoir votre acte. Vous aurez peut-être même appelé en plus d'abord avant de partir. Mais aujourd'hui, peut-être pour 50 francs de correction, vous avez eu votre acte sans vous déplacer. Vous avez économisé aussi les risques de la route. Est-ce que ça, même si le gouvernement ne dit pas, je vous ai donné 2 000 francs ou 3 000 francs, est-ce que de façon indirecte, vous n'avez pas fait de l'économie dans votre poche? C'est tout ça que je dis. Quand on somme les actions d'envergure engagées par le président Talon, on est tenté de dire que sa vocation, la finalité de tout ça, c'est de nous faciliter la vie, là où hier, d'autres nous habituaient à la facilité. Vous voyez la dichotomie entre les deux philosophies. Faciliter la vie aux populations, alors qu'hier, on faisait tout pour les habituer à la facilité. Et la sécurité, vous en parlez, vous en parlez véritablement. La sécurité, la fusion de la gendarmerie, de la police et de la police nationale, cette fusion qui est devenue la police républicaine, véritablement. C'est vrai que l'effet est constaté aujourd'hui. Apparemment, les populations en veulent encore plus. Mais le plus, c'est quoi?
c'est qu'on fasse une autre fusion? Non. Le plus, et c'est ce que dit le président de la République, c'est que lui ne se contente pas de ce qui est déjà acquis. Croyez-moi, pour lui, dès que c'est fait, oui, il pense déjà à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est renforcer les équipements. D'ailleurs, ces jours derniers, certains ont vu des équipements sécuritaires ont lié à la conjoncture politique. Moi, je peux vous assurer, il y a eu des commandes qui avaient été faites. La livraison a commencé à se faire quelques jours avant tout ceci. On va dire que c'est une bonne coïncidence peut-être. Mais la prochaine étape pour lui, c'est doter nos forces d'équipements de qualité, performants, pour leur faciliter l'accomplissement de leur mission au profit des populations. C'est faire en sorte que si demain, on peut recruter plus encore d'agents, qu'on le fasse. Si c'est grâce aux outils modernes qu'on améliore leur performance, qu'on le fasse. Et surtout aussi leurs conditions de travail et de vie. Voilà, on est en train de parler des acquis Wilfrid Léon Ngouegui, effectivement, mais on ne va pas quand même occulter véritablement cet engagement du chef de l'État au début déjà de réformer le paysage politique du Bénin. Est-ce qu'il y a un goût d'inachevé? Oh, je ne crois pas qu'il y ait un goût d'inachevé. On va peut-être dire que les choses sont allées moins vite que l'opinion l'aurait souhaité. Moins vite parce qu'il s'agit quand même d'un domaine délicat, c'est la politique. Et vous avez vu très tôt que quand ces réformes ont été annoncées, engagées dans le projet de révision de la Constitution, certains se sont ligués pour ne pas les faire aboutir. Je vais vous faire une confidence. J'ai entendu un ancien ministre, pardon, du président Talon dire, mais le président Talon, il dit qu'il veut faire advenir de grands partis dans notre pays. Le ministre en question, il était chef d'un parti. Il dit qu'il veut faire advenir de grands partis. Mais s'il fait ça, nous on devient quoi? Nous on devient quoi? C'était l'inquiétude. Nous on devient quoi? Avec nos partis là. Mais lorsqu'on dit qu'on va mettre en place le financement public des partis, imaginez que dans la pagaille de près de 300 partis, on met en place le financement public, sans critères rigoureux. Mais tous les 300 partis vont aspirer au bénéfice du financement public. La surenchère va partir et vous aurez 1000, 10 000 partis parce que chaque citoyen va dire, mais l'État paye pour avoir des partis politiques. À quoi bon aller travailler? Je crée mon parti politique, j'ai le financement. Pardon. Dès lors qu'on met en place le financement public des partis, il faut forcément édicter des règles contraignantes, des règles de sélection qui fassent que ce soit les plus performants, les plus grands qui en bénéficient parce que justement, ils comptent sur l'échiquier. Quand vous allez aux États-Unis, le financement public existe. Les candidats qui se présentent à la Maison-Blanche, ils ont le choix entre le financement public et le financement privé. Vous pouvez lever vos fonds. La seule différence, c'est que quand vous allez au financement public, il y a un plafond. C'est leur modèle à eux. Mais vous allez au financement privé, vous levez autant que vous voulez, et puis vous avancez. Chez eux, il y a plus de 2 partis. En général, on connaît les républicains et les démocrates. Il y a plus de 2 partis. À la dernière élection, il y a eu un 3e candidat qui a failli prendre part au débat parce que les spécialistes ont expliqué qu'il faut être à 15% au moins d'intention de vote pour être même qualifié pour prendre part au débat. Quand vous allez en France, on parle de la droite et de la gauche et un peu du Rassemblement national. Il y a peut-être 5000 autres petits partis qui rentrent dans les grands partis. Monsieur Fillon, ancien Premier ministre, était chef d'un petit parti qu'il a amené chez les Républicains, au nom de qui il voulait compétir. Donc la réforme qui a été engagée ici, c'est pour rationaliser le paysage politique dans notre pays. Enfin, il faut le dire, enfin, le rationaliser. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus que 2 ou 3 partis politiques seulement dans notre pays. Il peut y en avoir encore 10 000. Donc, le multipartisme intégral, il est préservé. Mais le mécanisme est tel que il faut que ce soit les grands. On encourage le regroupement pour que toutes les familles, tous les clubs de quartier ne soient pas obligés, ne se sentent pas obligés de créer un parti politique. Si on a une idée, une vocation, on peut la mettre au service d'un groupe qui porte cela avec vous. Et on a critiqué notamment les cautions fixées. Quand on a dit pour les législatives qu'il fallait 249 millions de cautions, on a fait un raccourci en disant mais c'est une façon d'exclure les jeunes. Pourquoi on demande de payer 249 millions?
il faut lire cela à l'aune du financement public envisagé. Première chose. Donc, votre parti, qui n'est plus la propriété privée de son créateur ou de son promoteur, mais la propriété de la collectivité, aura son budget, ses finances, et sur les 249 millions, par exemple, le parti peut dire, moi, je dépose 100 millions. Et la caution, quand vous avez fait un certain résultat, au moins 10%, elle vous est remboursée. Vous le savez. Donc, le parti peut dire, moi, sur les 249 millions, je mets le tiers à disposition. Le reste, je le répartis sur tous les candidats. Pour les législatives, vous avez 83 fois 2. 166. On peut dire, chacun apporte 1 million, chacun apporte 2 millions. Le parti a levé son financement. Quand on va à la présidentielle, et on a dit, là encore, pour 250 millions, c'est une façon d'exclure les gens. Non. Vous savez, la loi a prévu, pour la présidentielle, que les candidats puissent dépenser jusqu'à 2,5 milliards pour la campagne. Qui peut le plus, peut le moins. Si un candidat est en mesure de faire 2,5 milliards pour la campagne, à combien, plus forte raison, peut-il payer 250 millions de caution, sachant par ailleurs que s'il fait du résultat, sa caution lui est remboursée. Et puis, justement, cette réforme aussi, c'est toujours d'éviter qu'une seule personne régente les partis. C'est faire en sorte que les partis soient plus démocratiques. Donc, le parti désigne un candidat, c'est quand même la cause du parti. Le parti va dire au candidat, on t'a désigné, nous, on apporte peut-être 50, 75% de la caution, mais comme c'est toi le candidat, fais tes efforts, apporte ta caution, il va apporter. Il peut même arriver que le candidat désigné par le parti ne soit pas le plus nanti, mais soit quelqu'un qui ait du charisme et qui n'ait pas de l'argent, ce soit quelqu'un d'impécunieux, mais un militant, modèle, qui a des idées, qui a de la carrure, qui a du charisme. Et le parti dit, c'est notre meilleure chance de réussite. Le parti va payer, il va lancer souscription. Les gens, peut-être que ce candidat lui-même apporterait, même mettons 100 000 francs dans la campagne. Mais il rayonne tellement au sein du parti. Ses idées, il sait les défendre. Il rayonne tellement que le parti, l'opinion voit que celui-là, il ferait un bon dirigeant. Le parti dit, on mise sur lui. Et le parti va chercher l'argent et mettre. Si on gagne, on nous rembourse notre caution. Donc, c'est pour mettre fin à l'individualisme à outrance qui s'est développé dans notre pays depuis 1991 avec des partis qui ont des PDG, des présidents directeurs généraux, propriétaires exclusifs de leur parti, qui font ce qu'ils veulent de leur parti. C'est faire en sorte que désormais, les partis soient la propriété de tous. Et quand je dis cela, vous me permettrez de faire une petite digression pour dire que vous prenez les statuts des partis en place là, par exemple, Union progressiste, Bloc républicain, il y a une disposition quelque part dedans qui n'est pas assez mise en exergue. Vous savez qu'ils ont prévu dedans que vous ne pouvez plus être député à vie. Par exemple, les tests ont prévu que ceux qui accèdent à des postes de responsabilité, au bout de certain temps, les libèrent pour d'autres. Donc, par exemple, vous êtes député pour au plus 3 législatures, 12 ans. Il y a des gens qui sont en place depuis 28 ans. Les tests disent que vous êtes là pour 3 mandats. Donc, 12 ans, vous pouvez vous céder la place à d'autres. Ça, c'est des réformes d'envergure qui n'existaient pas dans notre pays. Donc, si on ne s'arrête pas à la polémique inutile, si on ne s'arrête pas au procès d'intention et qu'on regarde avec un peu d'objectivité, on doit la vérité de reconnaître que ce qui est engagé dans notre pays, enfin, est de nature à le moderniser, à le structurer pour que les choses ne se passent plus de façon artisanale comme elles se sont passées jusque-là. Le style de gouvernance, est-ce que cela passe par également le respect de nos tests, de nos lois, l'assainissement des finances publiques, la lutte implacable, comme le dit le président lui-même, contre la corruption? Est-ce que tout cela résume le style de gouvernance du président Patrice Talon? Là, je vais vous dire une sorte d'anecdote. Si vous avez la chance, en sortant ce soir, par exemple, de croiser le président Talon dans la circulation et qu'il est au volant de sa voiture privée, arrivé au feu rouge, il s'arrête comme tout le monde. Il s'arrête comme n'importe quel citoyen. Ça, c'est le sens du devoir. C'est le devoir d'exemplarité qu'il donne. Et donc, celui qui fait ça, comprenez tout le reste. Il veut que les tests soient mis en œuvre comme cela est prévu. Qu'on respecte les tests. Donc, finances publiques, assainissement, vous en savez suffisamment.
tout ce qui a été engagé. Et moi qui ai la chance aujourd'hui de vivre en direct parfois certaines saisons, je peux vous dire combien difficile il est avec lui de sortir l'argent de l'État. Il est attentif à tout. C'est lui qui va vous dire, ceci coûte trop cher, le Bénin ne peut pas payer ça. Est-ce que vous avez pris en compte tel aspect du projet? Est-ce que ça intègre tout? J'espère que demain on ne va pas payer encore pour ceci. Il est attentif à tout, dès lors qu'il s'agit de sortir l'argent de l'État. Attentif à tout. C'est ça qui a permis de faire en sorte que les dépenses au chapitre des voyages soient ramenées de 17 milliards en 2015 à une moyenne aujourd'hui de 2 à 3 milliards maximum par an. C'est le même État. Il a fallu des réformes, il a fallu de la rigueur dans la gestion pour faire autant d'économies. Si on ne fait pas ça, comment on fait pour donner un repas chaud par jour à 500 000 écoliers béninois? On était à 301 000 l'année scolaire écoulée. Cette rentrée, on est passé à 51% des écoles, soit plus de 500 000 enfants qui ont un repas chaud. Ça n'est pas du social, ça? Ça n'est pas du social, vraiment? De savoir que dans les villages, même à Cotonou, il y a des écoles dans Cotonou qui sont concernées. Ne pensez pas que ces écoles déshéritées se trouvent loin de Cotonou. Même dans Cotonou, il y a des écoles où les cantines scolaires sont déployées. Ça est du social. Et vous n'avez jamais vu le président aller instrumentaliser cela en s'affichant avec un enfant en train de manger parce qu'il considère qu'il fait son devoir et qu'on n'a pas à exposer davantage les enfants. Nous, pour notre travail, on est bien obligé de montrer ce qu'il se fait. Donc c'est vrai, on a montré quelques images, mais vous ne voyez pas le président lui-même aller s'afficher pour dire, bon, je donne à manger aux enfants. C'est notre devoir, c'est le travail de l'État et c'est ce qu'il fait actuellement. L'extérieur, il a fallu bien beaucoup de mois avant de pouvoir avoir une diplomatie offensive. C'est un choix. Il n'a pas fallu beaucoup de mois. Il y a eu une nouvelle équipe. Il a fallu définir la nouvelle doctrine ou la doctrine, parce qu'il n'est pas sûr qu'il y en ait eu avant, en tout cas récemment. Il a fallu définir la doctrine de la diplomatie béninoise qui soit en phase avec le nouveau départ. Et puis après, l'implémentation a commencé. Déjà, le fait d'assigner aux ambassadeurs, de se faire plus offensif économiquement pour voir les partenariats possibles, ceux dont le pays peut profiter. Vous avez vu. Et le président Patrice Talon lui-même, en plus de réhabiliter l'image du Bénin, a donné de la consistance à la parole du Bénin sur la scène internationale. Déjà, à l'interne, il a raréfié le propos présidentiel, mais pour davantage en révéler la qualité, la valeur. Et à l'extérieur, vous ne le voyez pas aller à tous les sommets. Il regarde qu'est-ce qui est pertinent, où le Bénin a intérêt à y être. Et là encore, je peux vous dire que sa marque de fabrique, sa rigueur sont passés par là. J'ai déjà vu le ministre des Affaires étrangères aller à des sommets autrement importants avec juste un ou deux cadres. Là où hier, pour les mêmes sommets, la délégation du Bénin était composée de 30 personnes. Authentique, hein? Le président, il dit, mais nous avons des ambassadeurs dans les pays. S'il n'y a pas de ministre, l'ambassadeur nous représente. Déjà que l'ambassadeur y aille, le ministre y va, mais avec juste le ou les cadres concernés. Il n'y a plus de délégation farfelue. Même quand le président de la République voyage, regardez bien sa délégation. Vous en savez quelque chose. Aujourd'hui, une dizaine, au pire, une quinzaine de personnes. Toutes catégories confondues. Il y a eu des missions hier où la délégation du Bénin, c'était une cinquantaine de personnes. Et on peut se demander qu'est-ce que toutes ces personnes allaient faire sur les lieux. Quelle était la motivation de leur présence. Avec le président Talon, tout ça est fini. Tout ça est fini. Et le pays ne s'en porte pas plus mal. Très bien. Au contraire. Très bien. Wilfried Léandre Mbegui, qu'est-ce que le peuple béninois devrait attendre des 2 ans à venir? Parce qu'il reste 2 ans, justement. Nous avons entamé hier la 4e année. Ben, le peuple qui a commencé à voir et à apprécier lui-même les retombées manifestes, indiscutables de la politique du président Talon, de la mise en œuvre du programme d'action Bénin révélé, c'est
que dans les prochains mois, les résultats vont se faire de plus en plus éclatants encore. Les 22 stades dont les travaux ont été lancés dans le pays vont probablement arriver à être réalisés d'ici à la fin de l'année. Le peuple verra ça. On a parlé tout à l'heure de Maria Gleta avec la centrale thermique. Avant, peut-être d'ici à juin-juillet, les 120 MW seront disponibles dans le circuit de distribution SB2E. Cela va améliorer la disponibilité de l'énergie électrique. Les chantiers asphaltage, malgré les pluies qui vont sans doute ralentir un peu le rythme des travaux, évoluent et à la fin de cette année, en principe, les premiers chantiers sont achevés puisque c'est des chantiers de 12 à 18 mois généralement et qui vont préparer le lancement de la deuxième phase. Dans le secteur de l'agriculture, les performances vont continuer à être bonifiées. La rigueur dans la gestion de la chose publique va continuer. Le paysage politique est rationalisé et va davantage l'être au lendemain des prochaines élections. Ce qui ne va pas changer, c'est la rigueur, c'est l'exigence qualité dans la gestion, c'est la détermination du président Talon à accomplir ce qu'il a promis au peuple béninois. C'est aussi sa reconnaissance de ce que ce peuple a compris l'importance des réformes et quand bien même ça a été difficile, très difficile au début pour tout le monde, ce peuple a compris qu'il fallait consentir des sacrifices pour avoir mieux et surtout pour que nos enfants, nos petits-enfants vivent dans de meilleures conditions que celles que nous avons connues. Et donc, sur les 2 prochaines années, il va y avoir une intensification des réalisations concrètes du programme d'action du gouvernement. La mise en œuvre de grands projets en cours va se poursuivre et les populations verront très bien que tout cela est de nature à améliorer globalement les conditions de vie, 3e pilier majeur du programme d'action du gouvernement. Parce que si vous vous rappelez, c'était consolider l'état de droit et la démocratie, engager la transformation structurelle de l'économie, ce qui a été fait avec les différentes réformes dont on a parlé en partie, pour aboutir à quoi? Aboutir à l'amélioration du cadre de vie des populations. Et l'amélioration des conditions de vie intègre aussi bien le cadre de vie que les conditions matérielles. Et c'est ce qui est en cours actuellement. Vous savez, l'actualité au Bénin, c'est bien les prochaines législatives, les législatives du 28 avril. Les 2 partis politiques qualifiés iront-ils vraiment aux urnes le 28 avril prochain? Ou devrons-nous attendre à un geste du président de la République, comme le disent certains? Ben, écoutez, moi je ne suis pas un acteur politique, mais j'observe bien qu'on n'a pas rapporté la date des élections, donc les élections sont prévues pour le 28 avril. Elles vont avoir lieu avec les partis qualifiés pour y prendre part. Et la lettre ouverte par celui que vous connaissez, l'ancien ministre Victor Tokpanoua, au chef de l'État, vous en avez eu connaissance certainement, peut-être. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qu'il demande? Le chef de l'État, pour lui, ou comme pour d'autres, il a d'autres cartes qu'il pourrait utiliser pour une élection plus large. Lesquelles, par exemple? Lesquelles, par exemple? Vous avez l'article 68? C'est ça? Par exemple. L'article 68? Par exemple. De la même façon, vous avez entendu plein de spécialistes de la question dire que l'article 68 n'essayait pas à la situation actuelle et que le chef de l'État ferait fausse route s'il allait dans cette logique. Lui-même a dit, je n'ai pas le pouvoir de suspendre le processus électoral, je n'ai pas le pouvoir de qualifier ceux qui doivent prendre part aux élections, je ne peux pas empêcher des gens d'aller aux élections, je ne peux pas les forcer non plus à y aller, donc il fait avec l'existant. Et s'il y a une réponse à faire à une lettre ouverte ou à une demande de tel ou tel sachant ou acteur politique, je suis sûr qu'en son temps, quand il le jugera utile, il leur fera la réponse convenable. Très bien. Wilfrid Léon-Guégui, nous sommes au terme de cet entretien, mais je voudrais quand même vous permettre de pouvoir dire un message au peuple béninois qui vous regarde en ce moment. Ben, je vais dire au peuple béninois, de ma position, c'est vrai, certains peuvent considérer que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Mais j'ai dit tout à l'heure, par exemple, que pour un politicien, la chose la plus aisée à faire, c'est de ne pas respecter sa parole. Je veux être président de la République pour faire ceci, pour faire cela. Je suis président de la République, vous n'enlèverez plus de mon CV que j'ai été président de la République, que j'ai fait ou non ce que j'ai promis. Mais le président Talon a dit, c'est difficile, mais je m'emploie
à faire ce que j'ai promis, parce que le peuple mérite d'avoir des dirigeants conséquents. Il s'emploie à le faire. Je veux leur dire de continuer à faire confiance au président Talon, à son leadership, à sa vision, parce que il faut oser le dire, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Et dont l'ambition ultime, c'est de servir le Bénin de toutes ses forces, avec le plus grand amour, la plus grande ambition qui soit, à la dimension de ses moyens, afin qu'après lui, on puisse se souvenir que le Bénin a eu un dirigeant qui s'appelait Patrice Talon et qui a marqué son passage pour, comme lui-même le dit, être porté en triomphe. Et si vous voyez bien le point de ce qui a été fait en 3 ans, et on n'a même pas eu l'occasion de parler des emplois générés, et vous voyez tout ça, vous savez, même en faisant de la politique politicienne, vous savez que des choses sérieuses sont en cours. Je vais peut-être illustrer en trahissant quelqu'un. C'est un ancien acteur politique qui a fait une remarque. Et il disait récemment, le président Talon, je ne l'aime pas trop parce qu'il ne m'a pas fait du bien individuellement. Mais je peux vous assurer que ce qu'il fait là, nous qui avons fait le privé, qui sommes du privé, nous savons que c'est ce qu'il faut faire. Tous ces adversaires politiques savent que c'est ce qu'il faut faire pour le pays. Mais son problème avec eux, c'est qu'ils les mettent au chômage. Ils changent les règles dont ils ont profité depuis longtemps. Et ça, ils ne l'acceptent pas forcément. Mais c'est pour vous dire que le président il reste déterminé. Il reste convaincu qu'il faut du sérieux, encore du sérieux, dans le travail que nous faisons pour que notre pays puisse en profiter, pour que les enfants du Bénin d'aujourd'hui, de demain et de bien plus tard bénéficient des effets induits de tout ce qui a été engagé aujourd'hui. Comme dans d'autres pays, d'autres ont créé les conditions de meilleure vie pour ceux qui sont venus après eux. Très bien. Merci beaucoup, Wilfrid Liangwegi, pour votre disponibilité pour ces moments d'échange. Je rappelle, vous êtes le directeur de communication de la présidence de la République. À la présidence de la République. Merci beaucoup. Et voilà, chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir également suivis. Agréable nuit à chacun et à tous.